Donc on va faire un petit voyage à travers le monde de nano-aimants. Et pour introduire ce voyage, je vous montre souvent cette transparent ici, où je mets une échelle de taille qui va de macroscopique vers le nanoscopique. Et ce que je mets ici, c'est le nombre de moments magnétiques qu'on a dans une certaine structure. Si on a une échelle macroscopique, eh bien, on a par exemple un aimant permanent. Dans un aimant permanent, on a des domaines magnétiques où les moments sont bien rangés ensemble et après séparés par des parois de domaines. Si on réduit maintenant la taille de l'objet, on a de moins en moins de parois et à une certaine taille, typiquement de dizaines de nanomètres, la structure est tellement petite qu'on ne peut plus avoir des parois de domaine. Donc dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un monodomaine. Donc tous les moments magnétiques dans la structure sont après bien alignés. Si on réduit encore plus la taille, donc on va vers quelques nanomètres, après on a toujours un monodomaine, mais les moments magnétiques à la surface deviennent de plus en plus importants. Donc souvent ils commencent à gouverner les propriétés magnétiques. Et si le système est suffisamment petit, eh bien on arrive dans un régime quantique, parce que vous savez bien que pour une spin individuelle, on a besoin de la physique quantique pour le décrire. Donc si on s'intéresse par exemple maintenant au retournement de l'alimentation, à la dynamique du retournement, eh bien à une échelle macroscopique, le retournement s'effectue essentiellement par une nucléation, une propagation, une annulation des parois. Si le système est petit et a plus de parois, eh bien on peut avoir des modes très simples, par exemple une rotation uniforme de tous les moments pour retourner l'alimentation, ou des modes plus compliqués comme le curling, un enroulement de spin. Eh bien, si le système est suffisamment petit, vous pouvez avoir l'effet tunnel, l'interférence quantique ou la cohérence. Donc, cette partie ici, on appelle le magnétisme classique. Et à une échelle petite, l'équation la plus importante, c'est décrit par le micromagnétisme. Et l'équation de mouvement de moment magnétique, le plus important, c'est l'équation Landau-Lipschitz-Gilbert. Dans la partie quantique, eh bien, c'est le magnétisme quantique et l'équation de Schrödinger, par exemple, c'est l'équation la plus importante pour décrire ce qui se passe ici. L'exposé va être essentiellement un peu de cette partie ici et souvent, dans ces domaines-là, on utilise le langage qu'on emprunte de la physique classique. Donc souvent, on parle de vecteurs, de retournements, etc. Mais on applique ce langage à un monde quantique. Donc, ce qu'on s'intéresse, en fait, dans notre équipe, c'est on veut avoir un système magnétique qui est suffisamment petit pour qu'on ait des propriétés quantiques. Donc, ça peut être un spin individuel dans une matrice, ça peut être une molécule, comme dans cet exposé, ça peut être une nanoparticule ou une chaîne de spin, par exemple. Et après, on veut étudier la dynamique de retournement de l'alimentation dans cette limite quantique. Et dès qu'on a un système quantique, eh bien, il faut regarder comment ce système agit avec son environnement, parce que pour lire l'information ou pour lire l'état quantique, il faut interagir avec le système. Donc ces interactions naturelles, c'est souvent des phonons, donc la température qui interagit avec le système quantique et excite par exemple le système. Ça peut être des photons, donc les photons sont très attractifs pour initialiser un certain état ou pour lire l'état magnétique qu'on a. Ça peut être des électrons de conduction. Donc, dans le domaine où je présente pour l'instant, il y a très peu fait dans ces domaines-là. Mais ça, c'est un peu le futur de parler avec le système quantique magnétique avec les électrons de conduction. Et ça peut être aussi d'autres spins. Donc, ça, on appelle souvent le bain de spin. Donc, tous les spins qui se situent autour du système qu'on veut étudier. Ça peut être des spins nucléaires, certaines impuretés paramagnétiques ou des interactions dans différents systèmes quantiques. Donc tout ça peut interagir et influer des propriétés qu'on veut mesurer à cette échelle-là. Après, souvent, cette partie-là, si on regarde bien, ça c'est la partie pas très attractive. Souvent, ici, beaucoup de problèmes apparaissent qui vont empêcher que certaines propriétés, on peut les appliquer à une échelle par exemple style ordinateur quantique, etc. Pour les spins, souvent, c'est le bain de spin qui pose un problème. On va revenir un petit peu dans cet exposé. Donc, l'exposé serait essentiellement sur les molécules magnétiques.
Et la famille des molécules qu'on regarde, on appelle les molécules aimants, donc Single Molecule Magnet. Donc l'idée, c'est d'avoir un macromolécule suffisamment grand, de style 100 à 1000 atomes, et quelque part au milieu de cette molécule, avoir quelques centres magnétiques qui sont couplés ensemble d'une certaine manière. Donc autour de ces centres magnétiques, on a un certain cookie des ligands, des choses organiques qui va isoler cette cœur magnétique vers l'environnement. Donc il y a une grande famille de ces différentes molécules, comme vous allez voir, qu'on va discuter. Donc on regarde toujours celle ici qu'on appelle Single Molecule Magnets. À la conclusion, je vais revenir sur d'autres systèmes magnétiques qui sont aussi très attractifs. Pour étudier ces systèmes, on peut imaginer différentes techniques. Nous, à Grenoble, on utilise essentiellement la technique microsquid. Donc un microsquid, c'est tout simplement une boucle superconductrice qui est interrompue par deux junctions Josephson. Et dans notre cas, dans nos microsquids, c'est tout simplement des microponts. Et donc, c'est des squids qui étaient inventés par Alain Benoît il y a un certain temps, que j'ai pu utiliser pour la première fois pendant ma thèse pour les systèmes magnétiques. Donc, on utilise, pendant les différentes années qu'on utilise cette technique, donc ma thèse était commencé quelque part ici. Au début, on a utilisé ça pour des systèmes microniques qu'on a placés ici sur la boucle superconductrice, qui ont eu à peu près 10 puissance 10 moments magnétiques. Et après, on a fait des systèmes plus petits et on a descendu avec cette technique à peu près jusqu'à des moments à peu près 1000. Depuis à peu près 2000, on n'a plus trop amélioré la sensibilité de cette technique-là. Et ce qu'on a plus amélioré, c'est l'échelle de temps. Au début, on a étudié l'échelle de temps à des secondes. Et après, pendant les dernières années, on est allé plus vers l'échelle de nanosecondes. Mais je vous montre ça un peu parce que cette technique, on pense qu'on pouvait utiliser pour étudier des molécules individuelles. Donc dans cet exposé, vous allez voir, on ne va pas encore regarder une seule molécule, on va regarder des assemblées de molécules identiques. Je montre ça aussi un peu pour vous faire sentir ce qu'est la physique appliquée. Donc la physique appliquée dans ce domaine des aimants, des petits aimants, c'est souvent le stockage d'informations, comme sur votre disque dur. Eh bien, actuellement, pour stocker l'information en 1 ou 0, vous utilisez un grand nombre de spins, à peu près 10 puissance 6. Donc, la dynamique qu'on discute actuellement, c'est une échelle logarithmique vraiment très loin de cette taille-là. Donc, ce qu'on fait ici, c'est essentiellement la physique fondamentale. Mais bon, on espère qu'un jour que tout ça va être raison aussi pour l'appliquer. Donc, comme je dis, on ne peut pas mesurer une seule molécule à ce stade. On est au-dessus, c'est-à-dire on a des projets pour attaquer une seule molécule. Il y a certains groupes ont commencé. Mais à ce stade, ce n'est pas encore fait pour ce type de molécules. Mais on a des chimistes, et chez les chimistes, ils peuvent ranger ces molécules dans un cristal, un cristal 3D, où toutes les molécules sont identiques et bien séparées. Donc, ce qu'il envoie après un physicien, c'est tout simplement un petit flacon avec des liquides dedans. Et dans ces liquides, si vous regardez bien, vous avez de petits cristaux où les molécules sont tous identiques, bien rangées et alignées, donc dans le même sens. Donc après, il suffit de sortir un des petits cristals et mesurer son aimantation. Et dans ce cas-là, on utilise aussi les microsquids. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser les microsquids dans ce cas-là, mais comme on maîtrise bien ces techniques, on utilise ça même pour des grands objets. Donc ici, ça c'est un joli cristal qui est collé avec la graisse, qui fait cette photo un peu floue. Il est collé tout simplement sur un réseau de microsquids. Donc si vous regardez bien ici, vous voyez des petits squids rongés. Et ce qu'on mesure, après, on prend un de ces squids pour mesurer le flux qui sort de ce cristal. Et ce flux magnétique, il est proportionnel, c'est la valeur moyenne des états magnétiques ici dans toutes ces molécules. Donc on peut mesurer comme ça très facilement l'aimantation de ce cristal. Donc la technique microsquid ici est assez conviviale parce qu'on peut étudier vraiment des cristaux grands. Là, ça c'est un cristal qui est très grand, mais on pouvait étudier des cristals plus petits. Et aussi, si le cristal a quelques défauts à un certain endroit, c'est pas très gênant. Si le squid est très loin de ce défaut, il va mesurer localement les molécules qui sont bien arrangées.
Et d'autre part, on récupère des performances qu'on a mis en point pour l'étude des nanoparticules, où il fallait tourner le champ dans l'espace, etc. Tout ça, c'est maintenant utile pour cette application aussi, parce qu'il faut bien aligner les champs, il faut balayer rapidement, appliquer des champs transverses, etc. Donc, c'est une technique conviviale qu'on utilise à Grenoble. Les autres groupes au monde qui font ce genre d'études, ils utilisent essentiellement des sondes à vol. Donc là, on a un gaz 2D qu'on découpe en forme d'une croix, et après, on peut mesurer aussi un signal. Et pour cette application-là, cette technique microsonde à vol, c'est tout à fait comparable par rapport à ce qu'on a avec les microsquides. Parce qu'on mesure ensemble, donc on a un système très grand. Après, il y a d'autres techniques, comme des techniques de bras levier ou des magnétomètres plus classiques qu'on peut utiliser. Donc, je vous montre ici le plan de l'exposé. Alors, tout d'abord, j'ai deux parties. La première partie va concerner une image très simple de ces molécules, comment on décrit l'alimentation et quelles propriétés intéressantes on peut mesurer. Donc, dans ce cas-là, on va regarder que en spin. Et dans une deuxième partie de cet exposé, on va discuter un peu cet environnement qui va influer les jolies propriétés magnétiques. Et après, on va discuter de manière très brève les différentes interactions pour vous donner une idée. Donc, ça devrait être un exposé un peu général, donc j'essaye de le faire pas trop compliqué. Mais si c'est quand même trop compliqué, vous n'hésitez pas de m'interrompre. Donc, on commence avec l'image simple de ces molécules. Alors ici, on a une molécule, par exemple, qu'on appelle le fer vite, parce qu'ici, on a 8 ions de fer. Et on sait par différentes techniques que c'est des fer 3+, qui a un spin 5,5. Et par des techniques neutrons, par exemple, on sait que ces spins est vers le bas, les autres sont vers le haut. Ces spins sont couplés ensemble par un couplage super-échange, travers ces boules rouges là, qui sont des oxygènes. Par travers l'oxygène, on a un super-échange pour coupler ces spins ensemble. Et ces couplages sont assez forts. Donc, à basse température, on peut faire une approximation de dire que cet ensemble de molécules avec tous ces différents spins, ça se comporte comme un macrospin. Donc, on décrit cette molécule tout simplement par un macrospin 10, parce que si on compte un peu ces vecteurs-là, dans ce cas-là, on trouve 10. Ça se montre après avec différentes techniques qu'on a vraiment un macrospin 10. Et cette approximation, elle est valable si on reste à basse température. Dès qu'on chauffe un peu, bien sûr, les couplages d'échange ici sont typiquement de 30 à 200 Kelvin. Donc, dès qu'on chauffe un peu, déjà à 5-10 Kelvin, cette approximation commence de plus être très, très valable. Donc, à basse température, c'est valable. Donc, on a un spin 10. Maintenant, si on a un spin 10, il faut le décrire. Donc, ça, on fait avec un Hamiltonien, comme tout le monde. Donc, cet Hamiltonien de spin ici a deux parties. Une partie qui décrit de manière effective l'anisotropie magnétique de ce spin. Donc, et dans cette famille de molécules qu'on considère dans cet exposé, cette anisotropie est toujours dominée par cette première terme qui est du style Ising, qui stabilise un axe facile, si on Z. Donc là, le spin aime bien la direction Z. Et après, on a des termes transverses qui, ici, par exemple, définissent une direction, un axe difficile, si on X, ou on peut ajouter des termes supérieurs pour raffiner cette anisotropie. Donc, c'est une anisotropie effective pour ce spin 10. Et deuxième partie, c'est bien sûr l'énergie qui vient du champ appliqué, le terme Zeeman. Si on a maintenant un spin 10, eh bien, on a 2S, on a un spin S, on a 2S plus 1 état d'énergie. Donc, pour un spin 10, on a 21 états d'énergie qu'on nomme numérote avec le nombre quantique M qui va de moins S à S. Si on prend maintenant l'énergie des différents états, on les trace en fonction de ce nombre quantique M, eh bien, on trouve ici une sorte de parabole inversée. Et ceci est dû au fait que je dis que ce premier terme est dominant. Donc, lui, il va dominer le spectre d'énergie du système. Donc, ici, par exemple, le spin est vers le bas. Ici, le spin vers le haut. Et là, on a des différentes excitations, différents états de précision, si vous voulez. Ici, maintenant, on trace ces énergies-là en fonction du champ appliqué suivant l'axe Z. On arrive à un diagramme Zeeman. Donc, on voit que certaines énergies descendent en fonction du champ, d'autres montent. Celles
qui descend en énergie, c'est plusieurs des états de spin qui sont stabilisés par le champ. Donc, on a des croisements. Dès qu'on a un croisement, ça veut dire que notre système quantique, il a deux états avec la même énergie, donc il est dégénéré. Et dès que c'est quantique, il faut faire attention si cette dégénérescence n'est pas enlevée par des termes transverses. Et si on regarde très bien ces croisements, souvent ce n'est pas des croisements, c'est des croisements évités. Et cette enlevée de dégénérescence est due aux termes transverses, soit de l'anisotropie magnétique, ou soit de champs transverses qu'on peut appliquer de manière extérieure. Maintenant, donc ça c'est un diagramme qu'il faut retenir dans cet exposé. Il va revenir souvent sur cette parabole et ces diagrammes Zeeman. Donc ça c'est important à retenir. Et l'autre partie importante et maintenant à retenir, c'est ce qui se passe autour d'un tel croissement du niveau. Et ça c'était décrit très longtemps par Landau, Zener et Stückelberg, qui ont par exemple calculé la probabilité de changer l'état. Donc imagine, on met notre spin dans un de ces états. Et maintenant, on balaye le champ magnétique extérieur, ici de gauche vers la droite. Et après, on demande la probabilité de trouver le spin soit dans ce nouvel état ici, ou dans le même, c'est-à-dire là-haut. Donc, cette probabilité P, ça se calcule simplement, et tout simplement donné par cette formule. Il dépend de manière exponentielle du splitting tunnel, donc cette gap ici. Plus le gap est grand, plus on a une probabilité de trouver notre système en bas. Donc la probabilité d'effet tunnel est grande. Et ça va dépendre de la vitesse de balayage du champ. Si on balaye de manière très lente, de manière adiabatique, on peut rester dans l'état fondamental, c'est-à-dire que tout le spin se retourne. Si on balaye plus vite, eh bien, on a une certaine probabilité qu'on arrive là-haut. Et si on balaye très très vite, on ne change pas du tout l'état. Donc le système ne peut pas tunneler. Donc ça, c'est les ingrédients importants qu'il faut retenir, les deux transparents. Par la suite de l'exposé, on va toujours revenir sur ça. Là, on va l'appliquer une fois pour voir si vous avez tout bien compris. Donc là, on prend le spin 8. Le fait 8, on a déjà dit que c'est un spin 10. Et il est décrit par cet Hamiltonien. Si je suis maintenant à basse température, et je mesure l'aimantation d'un cristal en fonction de son champ. Je vois des courbes comme ça. Et là, on a à nouveau le diagramme Zeeman. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, si on est suffisamment froid, c'est-à-dire ici 40 millikelvin, c'est-à-dire froid par rapport au gap ici, qui est typiquement 5 Kelvin. Donc si on a 40 millikelvin, on peut supposer que le système est toujours dans l'état fondamental. Il n'y a pas d'activation thermique de ce spin-là. Donc, si on sature maintenant si on implique un champ très fort négatif, eh bien, ça veut dire que tous nos molécules dans les cristals sont dans un certain état, ici avec un nombre quantique moins 10. Donc, tous les spins sont par exemple vers le bas. Si on diminue le champ maintenant, ici on a une droite, c'est-à-dire le spin reste bien dans son état qu'il a, et rien de spécial peut se passer jusqu'au moment où on arrive à champ nul. À champ nul, maintenant, on a le premier accroissement du niveau. Et maintenant, on applique ici Landau-Zener. Landau-Zener nous dit que, dépendant de la vitesse de balayage du champ qu'on va choisir, on a une certaine probabilité d'aller de moins 10 à 10. Donc, ça dépend de la vitesse. Et c'est pour ça que je donne ici 4 différentes vitesses de balayage du champ. Et vous voyez bien que si on balaye lentement, comme en violet, vous avez ici une petite marche. Cette petite marche, ça veut dire que quelques molécules se retournent de moins 10 à 10. Donc, ça me donne une aimantation positive. Donc ça monte. Si j'y balaye très vite comme une rouge, vous voyez ici, je vois tout droit. Donc rien de spécial peut se passer. Donc maintenant, celles qui sont retournées par effet tunnel de moins 10 à 10, ils sont à nouveau dans un état fondamental et ils sont contents là. Les autres sont dans un état excité, mais ils ne peuvent pas tomber parce que les nombres quantiques sont trop différents. Autrement dit, il y a une barrière d'énergie, d'anisotropie qui entre les deux états qui permet pas de tomber ici. Jusqu'au moment où on arrive à un prochain croissement niveau, et là à nouveau on a une probabilité Landau-Zener pour se retourner, qui va dépendre de la vitesse. Et maintenant on va de moins 10 vers 9. Et maintenant, une fois le système est sur 9, cet état n'est pas stable, il est un état excité. Donc là on peut produire un phonon, c'est la flèche bleue ici, on produit un phonon et le système tombe dans son état fondamental. Donc là on chauffe un petit peu le cristal. Et ainsi de suite, donc chaque fois qu'on arrive à un tel croissement de niveau,
eh bien, on s'attend à une relaxation de l'alimentation vers l'état fondamental. Et ça se manifeste ici dans le cycle hystérésis par des marches, jusqu'au moment où tout est retourné. Vous voyez aussi que si on monte ici de plus, les marches deviennent de plus grandes jusqu'au moment où tout est retourné. Ceci vient simplement du fait que les splitting tunnels viennent ici de plus grands. Si vous regardez bien, c'est dû à nombre quantique. Le changement de nombre quantique devient moins en moins grand, donc on peut avoir un effet tunnel plus fort. Donc la première chose quantitative ici, c'est la position des marches. Dans le cas, au moment où on a mesuré ce système-là, on connaissait déjà le Hamiltonien avec ses paramètres, qui étaient mesurés par des mesures EPR, donc l'excitation par des micro-ondes. Donc on connaissait les paramètres, donc on trouve exactement les marches à l'endroit où on s'attendait. Maintenant, si on a un système inconnu, et ce qui arrive par la suite très souvent, on a un certain système, eh bien, en mesurant la position de ces marches-là, on trouve tout de suite les premières informations sur notre Hamiltonien. Par la suite, on va aller un peu plus en détail. On va regarder plus en manière quantitative la hauteur de la marche. La hauteur de la marche, j'ai dit, c'est dépend de l'effet tunnel et ça dépend des termes transverses qui peuvent mélanger les différents états. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va appliquer en plus un champ transverse au système, parce qu'avec un champ transverse, ici, on peut introduire d'autres termes transverses de manière extérieure, de manière expérimentale. Si j'applique un champ transverse, j'introduis cet opérateur de spin transverse qui peut mélanger plus ou moins l'état, donc je peux modifier l'effet tunnel. Donc on va jouer maintenant par la suite de ça. Donc on va regarder à nouveau l'effet tunnel suivant Z, mais en présence d'une champ transverse constante qu'on applique au système pour modifier un peu cette mélange quantique. Et après on regarde ce que ça fait. Donc on peut après appliquer cette champ transverse à différentes directions, et souvent on mesure ça par rapport à l'axe difficile, qui est ici donné par X. Donc l'axe difficile du système. Donc si on fait ça, de manière expérimentale, ici je vous montre la moitié des cycles hystérésis. Donc ici tous sont état moins 10, et après on a les marches comme vous avez vu. Et on regarde ça maintenant en présence de différents champs transverses. Ça, en rouge, il n'y a pas de champ transverse. En vert, ici, on a un champ transverse. Et vous voyez que si j'applique un champ transverse, cette marche-là, par exemple, est devenue plus grande. Donc ça veut dire qu'avec ce champ statique que j'applique en transverse, j'ai pu augmenter l'effet tunnel. Si j'augmente de plus ce champ transverse, vous voyez que cette marche augmente de plus. Mais à un certain champ transverse, ici, vous voyez que la marche devient petit. Si je regarde une autre marche ici, qui est à champ nul, sans champ transverse, c'est une certaine hauteur. Si j'applique un champ transverse, cet effet tunnel disparaît complètement à un certain champ transverse, et après il revient, si je continue à augmenter le champ transverse. Donc maintenant, on va appliquer Landau-Zeiner. Donc on va prendre cette formule Landau-Zeiner. Pour chaque condition qu'on a ici de champ transverse, on mesure la hauteur de la marche. Cette hauteur de la marche me donne la probabilité d'effet tunnel. Donc je peux le convertir en utilisant l'équation de Landau-Zeiner dans un splitting tunnel, le paramètre intrinsèque. Et après, je vais tracer cette splitting tunnel en fonction du champ transverse et je vais appliquer les champs transverses en différentes directions. Alors si on applique les champs transverses suivant X, l'axe difficile, eh bien, ce qu'on voit que l'effet tunnel, il diminue, il va pratiquement à 0, et après il revient, il oscille. Il oscille de manière marrante. Si j'applique mon champ transverse suivant l'axe moyennement difficile, eh bien, vous voyez que après le splitting tunnel augmente de manière monotone. Si j'applique mon champ transverse quelque part intermédiaire, eh bien, vous voyez que ces oscillations disparaissent assez rapidement. Donc ici, on a un effet marrant, un effet qui est très grand. Si vous vous souvenez que cette splitting tunnel vient en carré dans une exponentielle, c'est l'effet tunnel entre ce point-là, par exemple, et un point ici. C'est-à-dire que j'applique mon champ transverse à différents angles, tout simplement. Le même champ transverse, c'est plus qu'un facteur 1000. Donc c'est vraiment des effets assez grands sur l'effet tunnel. Donc c'est marrant. Maintenant, on aimerait bien comprendre pourquoi ça oscille. Alors la première chose qu'on peut faire, qu'on peut écrire cet Hamiltonien de spin, le mettre sur un ordinateur, le diagonaliser, et calculer tout simplement le splitting tunnel. Donc le splitting tunnel, de manière numérique, c'est tout simplement la différence entre deux valeurs propres. Si on fait ça, et on trouve les bons paramètres,
vous remarquez que je mets ici ordre 4. Et après, vous voyez qu'on peut simuler ces oscillations de splitting tunnel qu'on a mesurées ici. Et ces oscillations disparaissent dès que j'applique mon champ transverse à différents angles. Donc, par simulation, on comprend tout de suite, on voit tout de suite qu'on devrait avoir ça. Donc, pour certains champs transverses, on devrait tuer l'effet tunnel et devrait aller à 0. Maintenant, si on prend un Hamiltonien de spin et on diagonalise, donc on utilise l'opérateur le formalisme d'opérateur, on ne comprend pas grand-chose, on le fait de manière mécanique et on n'a pas trop compris ce qui se passe. Donc, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe ici, souvent on utilise des modèles semi-classiques. Donc, dans ce cas-là, c'est les modèles des intégrales du chemin qui sont le plus utiles. Et si on regarde cette description, avec l'intégrale du chemin, un spin, c'est un vecteur. Et ce vecteur-là, il peut tourner dans l'espace. Et son caractère quantique rentre par travers une phase. Donc, à chaque position de ce spin-là, j'ai associé une certaine phase. Donc, si je veux, maintenant, avec ce formalisme, si je veux que le spin va d'un point A à un point B, ce que je dois faire, c'est je dois sommer toutes les probabilités que je peux choisir pour retourner le spin. Donc, tout le chemin possible d'aller de A à B, il faut sommer. Et donc, comme ça, j'arrive à une fonction de partition. Et de cette fonction de partition, je peux me calculer la probabilité d'aller de A à B. Maintenant, si j'applique cette formalisme à notre système faire vite, on réalise tout de suite que, dû à l'anisotropie biaxiale, c'est-à-dire avec l'axe facile et l'axe difficile, si on somme les différents chemins, on réalise qu'à la fin, il n'y a que deux chemins qui peuvent contribuer à cette somme. Et ces deux chemins, qui coûtent le moins d'énergie, sont des deux chemins dans le plan facile du système. Chez un système avec un plan facile, si les spins tournent dans le plan facile, ça coûte moins d'énergie, et l'énergie intervient ici de manière exponentielle. Donc, seulement ces deux chemins contribuent. Et bien sûr, quantiquement, les deux chemins sont simultanément possibles. Donc, ces deux contributions peuvent être affairées. Et cette interférence peut être constructive ou destructive. Et cette personne-là, il a montré, par exemple, que si on calcule ça après pour un tel spin, eh bien, le splitting tunnel doit osciller, comme on a vu expérimentalement. Donc, les oscillations qu'on a vues, c'est tout simplement un effet d'interférence quantique de deux chemins tunnels de ce spin. Donc ça, c'était assez intéressant pour les théoriciens, qu'on a pu après expérimentalement le vraiment voir. Cette personne-là, il a eu beaucoup de mal de publier ça, parce qu'à l'époque, les gens disaient que ça ne se mesure jamais. Donc, il est passé au physique letter. Maintenant, entre-temps, ça c'était une mesure qui datait déjà quelques années. Maintenant, on a pas mal avancé cette interférence quantique. Et ici, je vous montre tout simplement que en changeant un peu le spin, par exemple, on prend le manganèse 12, on ajoute un électron. En ajoutant un électron, on peut aller d'un spin entier vers un spin semi-entier. Par exemple, ici, d'un spin 10 vers un spin 19,5. Et donc, et si on regarde après cette interférence quantique, on voit que pour un spin semi-entier, on a ici un minimum, et pour un spin entier, on a un maximum. Donc ça, à nouveau, ça s'interprète très facilement avec cette interférence, que dans ce cas-là, on a toujours une interférence destructive, qui fait qu'un spin semi-entier ne peut pas se retourner. Autrement dit, autrefois, les gens ont appelé ça le théorème Granas. Pour un système semi-entier, on ne peut pas avoir un splitting tunnel à champ nul. Donc, des choses comme ça, on peut vérifier très facilement. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse, revenir dans mon introduction, où je disais, ici, on a un monde classique, et là, on est quantique. Maintenant, vous avez vu que le paramètre intrinsèque qui décrit un peu la nature quantique, c'est le splitting tunnel. Et ce splitting tunnel, il est donné par le rapport entre l'anisotropie transverse ici et l'anisotropie longitudinale, à la puissance S. Donc, cet rapport il est toujours plus petit que 1. Donc, si vous prenez ça à la puissance S, ça fait un petit chiffre. Donc, si vous montez maintenant cette échelle-là, vous voyez tout de suite que cette splitting tunnel devient très vite, très petit, sachant que ce splitting tunnel rentre en carré dans une exponentielle. Vous voyez tout de suite que le système devient très, très vite classique.
Donc un spin 10, on peut encore avoir l'effet tunnel, mais si vous voulez revoir la même chose à un spin 100, ça fait vraiment des propriétés minuscules. Seule chose qu'il vous reste à faire, vous pouvez jouer avec les champs transverses magnétiques, où en avant on a une certaine ration, et après, dépendant quel champ transverse vous appliquez, vous pouvez récupérer un certain splitting tunnel. Mais à la fin, vous appliquez des champs transverses tellement forts qu'à la fin, on se ramène à un spin effectif petit avec les champs transverses. Donc, le monde quantique pour un spin est toujours avec des valeurs de spin petit. Ce n'est pas des valeurs énormes. Donc, ça, c'était l'image simple de notre spin. Pour l'instant, on a négligé tout ce que je dis et qui est autour, qui agit avec notre spin, qui complique l'affaire. Donc, on va décrire ça rapidement. Par exemple, les phonons. Les phonons, la température. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les phonons? Eh bien, on a quelque chose qu'on appelle le couplage spin-phonon, qui peut activer notre spin d'un certain état quantique vers un autre. Et pour un tel Hamiltonien, les règles de sélection qu'on a un peu dérivées, c'est qu'on peut changer le nombre quantique avec plus ou moins 1 ou plus ou moins 2. Donc, on peut activer le système. Dès qu'on l'active, bien sûr, le splitting tunnel de là à là, c'est plus grand. Donc, on peut avoir un effet tunnel assisté par des phonons. Mais on peut aussi activer de plus en plus jusqu'à la hauteur de la barrière et après retomber de l'autre côté. Ça s'appelle un processus opaque. Donc, on retourne le spin de manière purement classique, allant d'état à état. Donc, ça donne la notion d'une barrière d'énergie. La barrière d'énergie qui va opposer le retournement, il est tout simplement donné par ds carré. Donc, on va faire, je vais vous montrer une mesure où on va mettre la température. Donc ici, on a un manganèse 12, aussi avec une spin 10. On ne va pas rentrer en détail, pour nous c'est une spin 10. Ici, vous voyez les cyclostérésis mesurés à différentes températures. Donc vous voyez que si je chauffe, mon cyclostérésis devient plus petit et mon hystérésis disparaît à peu près à 4 Kelvin. Donc vous voyez que la température aide le retournement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec la température, on va peupler les splitting tunnels supérieurs à des niveaux supérieurs ici. Et après, les systèmes peuvent se retourner à un certain splitting tunnel activé. Et ici, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais je vais vous montrer un peu qu'on peut étudier ça vraiment très précisément. Parce que si vous regardez bien, par exemple, pour ce système manganèse 12, les croisements des niveaux là sont toujours décalés en champ. Ce ne sont pas les mêmes champs. C'est légèrement décalé. Et ça vient de ces termes transverses, ces termes longitudinales l'ordre 4. Hein. Ça fait que les splitting tunnels se décalent légèrement. Donc, en mesurant précisément les processions des marches, on peut trouver à quel endroit le système se retourne, dépendant à quelle température on se trouve. Donc, il suffit, par exemple, de prendre le dérivé de cyclostérésis, ici fait à différentes températures. On ne va pas rentrer en détail, mais vous voyez qu'on voit des structures fines ici. Donc après, en regardant précisément la procession de ces structures fines, on peut exactement trouver à quel endroit ça se retourne, dépendant de la température. Donc on a un contrôle assez précis dans ces systèmes-là, sur tous ces niveaux au-dessus. Et après, par exemple, dans ce papier-là, on peut aller en détail, par exemple, étudier le croisement, le crossover d'un régime purement quantique et activé thermiquement, les différentes théories, prédits, etc., qu'on peut discuter. L'autre chose concernant les phonons, c'est, comme je dis, que c'est la hauteur de la barrière ici, et quelque part intéressant à regarder. Les chimistes, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est d'augmenter cette hauteur de la barrière le plus que possible pour que de tels systèmes soient stables ambiantes. Pour l'instant, tout ça, c'est une physique basse température. Donc, une des idées, c'est de dire que bon, j'augmente la barrière pour que c'est stable ambiante. Donc, quelque part, on a seulement deux paramètres à jouer. On a l'anisotropie magnétique du spin et le spin, c'est un nombre de spin. Donc, ce que je vous montre très rapidement, c'est un peu ce que les chimistes, ils travaillent sur ce projet d'augmenter le spin depuis plus que 10 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont pu faire en taille de barrière d'énergie? Donc, est-ce qu'on s'approche en application ou non? C'est ça la question. Eh bien, la première posée naïve, c'est de dire que si je veux augmenter le spin, je augmente la taille des molécules. Donc, c'est pour ça que je trace ici le spin que les chimistes ont fait en fonction du nombre de ions
qu'ils ont mis dedans. Et dans ce cas-là, je me contrains au manganèse. Donc, on va regarder que les molécules de manganèse. Et bien, au début, il y avait deux molécules qui étaient très connues, manganèse 12 acétate avec une spin 10 et une molécule moins connue, manganèse 4 avec une spin 9,5. Et après, les chimistes ont fait beaucoup de molécules et on a étudié la plupart de ce qu'ils ont fait. Allons de manganèse 2 jusqu'à le plus grand système, c'était manganèse 84. Et si on regarde bien, la valeur du spin, il reste coincé vers une valeur 10. C'est, à part certaines exceptions, c'est très difficile de dépasser cette valeur 10. Alors, pourquoi ça c'est le cas? Eh bien, si on regarde ces molécules-là, ils sont tous faits par auto-organisation, quelque part dans une solution. Donc, la nature favorise la formation de ces molécules, et la nature aime bien la symétrie. Donc, souvent, dans ces systèmes-là, dû à la symétrie, on a des couplages qui se compensent, et on arrive à des couplages essentiellement antiferromagnétiques. Donc, en augmentant la taille du système, et sachant qu'on a des couplages essentiellement antiferromagnétiques, eh bien, les spins tombent vers 0 au lieu d'aller à une valeur très grande. Si on maintenant regarde les barrières d'énergie que les chimistes ont pu faire pour le système de manganèse, eh bien, manganèse 12 a une barrière de 65 Kelvin. Manganèse 4 est là, et tous les autres molécules sont quelque part ici en bas. Donc on a une barrière magique un peu qui est autour de 20 Kelvin. C'est très difficile de passer 20 Kelvin avec ces systèmes. Et ici, à nouveau, c'est la symétrie qui compte, parce que les anisotopies sur le manganèse, essentiellement le manganèse 3+, qui ont une distorsion d'An-Taylor, qui porte l'anisotopie, eh bien, par symétrie, souvent, cette distorsion d'An-Taylor, il est dans toutes les directions possibles, donc ça se compense, l'anisotopie, donc on n'arrive pas à augmenter les D en utilisant des manganèses. Donc maintenant, ce que les chimistes font depuis quelques années, ils introduisent d'autres ions, par exemple cobalt qui a des anisotopies grandes ou des terres rares. Par exemple ici, je vous montre un terre rare là, c'est un terbium. Seulement pour vous dire que si je prends un seul terbium, le splitting d'un état fondamental et son premier état excité peut être assez grand. Donc en utilisant des ions comme ça, et les mettant dans les molécules, actuellement les chimistes essayent d'augmenter les barrières d'énergie, mais il y a un pied là-dedans, c'est le spin orbite. Donc le spin orbite qui nous aide à avoir des anisotopies très grandes, il fait aussi des mélanges quantiques. Il aime bien mélanger les états, et tous ces systèmes-là, il aime très bien se retourner à champ nul. Donc souvent les cycles hystérésis montrent une résonance tunnel à champ nul très prononcée, et ça vient à nouveau du spin orbite, donc qui tue complètement les barrières théoriques grandes qu'on peut avoir. Donc actuellement, bon, on n'a pas abandonné ce projet-là, mais j'essaie de vous donner sentir un peu que c'est très, très difficile d'imaginer qu'on arrive à des barrières très grandes qui sont tellement grandes qu'une telle molécule pouvait être stable ambiante. Ça va pas être très évident. Il y a d'autres complications qui interviennent. Par exemple, sur les terres rares, il y a des spins nucléaires qui sont aussi un couplage hyper fin assez grand. Donc si on regarde bien, ça split par exemple ici l'état fondamental, les splits entre différents niveaux, et après on peut mesurer tous ces croisements de niveaux, on peut faire des études expérimentales très propres là-dedans, mais tout ça, ça complique l'affaire. Donc c'est pas du tout gagné, augmenter les barrières d'énergie. Donc ça c'était les phonons. Maintenant, j'ai dit dans mon introduction, cette partie-là, c'est le plus difficile, c'est le plus frustrant, on creuse ici. Donc, je ne vais pas du tout faire ça. Je vais seulement vous dire, donner un petit coup sur les interactions moléculaires. Pour l'instant, on est dans un cristal. Et pour faire sentir un peu de combien les molécules interagissent actuellement, je vous montre notre échelle qui va ici de 0 à quelque chose. Et ce que je trace ici, c'est le rapport entre l'énergie de couplage effectif, qui peut être dipolaire ou même un peu d'échange entre une molécule et une autre dans le cristal, divisé par son anisotopie. Seulement, on compare les deux énergies. Et les molécules qu'on a regardées, si on regarde bien, cet rapport, c'est à peu près un centième. Donc, on a de l'énergie d'anisotopie. Donc, les couplages de cette molécule à son voisin dans le cristal n'est pas non négligeable. C'est 1%, donc c'est petit. Mais si on regarde les effets quantiques, souvent, cet 1%, ça peut être assez gênant.
Donc en particulier, si vous pensez avoir des temps de cohérence très longs, cette importance, ça peut être très très difficile. Donc dans certains systèmes, on a artificiellement augmenté ces couplages. Et si on augmente de plus en plus, on arrive dans le domaine des chaînes de spin ou des systèmes 2D en 3D. Donc là, avec les systèmes moléculaires, maintenant, on peut ressortir des choses que d'autres physiciens ou chimistes ont fait il y a longtemps, mais on peut refaire ça de systèmes moléculaires dans des situations parfois améliorées. Mais le grand projet, quelque part, c'est d'aller de l'autre sens, c'est-à-dire découpler mieux les molécules ou étudier une seule molécule. Mais ça, c'est assez difficile et pour l'instant, il n'y a que des schémas style dopage où on peut diminuer ces couplages-là. Mais c'est assez difficile de se débarrasser du couplage vers le Vincent. Mais parfois, on le veut. Par exemple, dans cette dimère ici, on a couplé deux molécules de manière contrôlée ensemble pour avoir 2 spin 9,5 couplés. Et on a fait une étude assez propre là-dedans. On a vu des tailles intriquées, etc. Mais dans ce cas-là, le couplage est statique. Et par la suite, on aimerait bien atteindre ce couplage. Donc, on aimerait bien changer ce couplage avec la lumière, par exemple. Et ça, c'est pas encore fait. Donc, on travaille au-dessus de coupler ces différents systèmes quantiques de manière contrôlée. Et après, dans une deuxième étape, de changer ce couplage de manière contrôlée de l'extérieur. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Un petit peu sur des photons. Donc, les photons, j'ai dit que c'est très attractif parce que ça se manipule assez facilement. Et on peut, comme ça, activer le système de manière contrôlée et lire son état. Donc, une des motivations, c'est bien sûr, donc comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est le calcul de l'ordinateur quantique. Ces systèmes quantiques-là sont aussi intéressants d'une certaine manière. Et seulement pour vous montrer que de manière théorique, c'est intéressant, je vous montre ici une des publications où il montre qu'avec un spin 10, on peut utiliser l'algorithme de Grover et calculer des états quantiques jusqu'à 10 puissance 5 avec un seul spin 10. Mais ça, c'est de manière très, très théorique. Donc, réaliser ce genre de choses, c'est assez dur, c'est un vrai challenge. Et je ne prétends pas du tout qu'on arrivera avec ces molécules à ces stades-là, parce que si on utilise un peu si on regarde quelle puissance les théoriciens utilisent pour faire ce genre de transition avec un système organique, on sait bien que ça va exploser, ça va brûler. Donc, il y a pas mal de choses à résoudre pour arriver à ça. Donc, je ne veux pas du tout dire qu'on va faire un ordinateur quantique avec ce genre de système. Mais on travaille quand même sur un peu l'idée en tête et pour savoir un peu où sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc par la suite, je vous montre un manip très simple pour vous montrer un peu qu'on peut initialiser par exemple un certain état quantique de manière assez contrôlée. Donc pour ça, on va utiliser des micro-ondes circulairement polarisées. Donc si on a des micro-ondes avec bonne énergie, si les micro-ondes sont circulairement polarisées gauche, on peut, par exemple, activer le système de cet état vers cet état. Et si c'est droite, c'est plutôt de ce côté-là. Si on active le système, eh bien, on a deux possibilités. Soit on retombe, et souvent, on produit ici une phonon. On ne va pas produire un autre photon, mais une phonon. Donc, on convertit des photons en phonons. Ce n'est pas très intéressant. Mais on peut aussi avoir un effet tunnel de l'autre côté. Donc, si on utilise maintenant une seule polarisation, on peut pomper le système d'un côté vers l'autre, et une fois elle est là, elle ne peut pas revenir. Donc, cette manip simple, je vais vous montrer. Ça, c'est par exemple pour initialiser à un certain état en manière contrôlée. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir ici l'énergie qui correspond ici au gap de cet état moins 10, par exemple, vers moins 9. Donc, cette énergie ici correspond à 115 GHz. Donc, on va utiliser cette énergie et on va les irradier de manière continue sur le cristal. À une dose faible, en énergie faible, mais de manière continue. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant on balaye le champ magnétique extérieur ici de droite vers la gauche? Eh bien, si je suis par exemple ici, cette énergie est trop petite. Donc là, je ne m'attends pas du tout à une absorption. L'énergie est trop petite, donc le micro-ondes traverse l'échantillon sans interagir. Ici, c'est pareil, et à cet endroit-là, l'énergie correspond à l'absorption. Donc ici, je devrais voir un effet tunnel augmenté parce que je popule 7 niveaux ici, et le petit tunnel ici est plus grand.
Donc je devrais augmenter l'effet tunnel ici. Si je continue à balayer le champ, vous voyez qu'à nouveau l'énergie est trop grande maintenant. Donc ici à nouveau, je ne devrais plus absorber. Donc si je balaye ici de droite à gauche, je devrais avoir un effet tunnel ici augmenté. Si je fais maintenant la même chose en sens opposé, sans changer la polarisation, donc je mets tous les systèmes sur ce côté-là, je ne devrais rien avoir. Parce qu'ici l'énergie ne correspond pas, mais ici l'énergie correspond, mais la règle de sélection me dit que je ne devrais pas absorber. Parce que tous mes systèmes sont ici. Donc je ne devrais rien avoir si je balaye l'autre sens. Donc on va tout simplement comparer les deux balayages, ici de droite à gauche et de gauche à droite, et on devrait avoir une différence nette qui vient de cette activation, donc on a appelé ça les photon assisted tunneling. Donc avec les phonons, on augmente l'effet tunnel. Donc ça, je vous montre ici une manière dans le cycle hystérésis. Donc en noir, c'est les marches que vous connaissez maintenant, avec les différentes résonances tunnels, sans micro-ondes. Et en rouge, on va mettre les micro-ondes. Donc ici, c'est la puissance micro-ondes qu'on utilise, qu'on envoie sur l'échantillon. Et ici, on a commencé de balayer les champs. Donc jusqu'à cet endroit-là. Donc ici, vous voyez que la marche ici est un peu plus grande que la marche noire. Donc ici, on a augmenté l'effet tunnel. Si je continue maintenant le champ, vous voyez que les autres marches sont à peu près la même amplitude. C'est seulement un peu shifté, parce que j'ai perdu un peu de population à cet endroit-là. Si je reviens maintenant de l'autre côté, vous voyez que la courbe rouge tombe sur la courbe noire. Donc je n'ai aucun effet ici. Maintenant, si j'augmente la puissance, vous voyez qu'avec la puissance, je peux augmenter cette amplitude de plus en plus. Les autres marches ne sont pas trop affectées. Donc jusqu'à un moment, j'arrive à un certain seuil où vous voyez que l'autre côté commence aussi à réagir. Alors pourquoi c'est ça? Eh bien, c'est exponentiel. Donc si je circulairement polarise mes micro-ondes, c'est jamais parfait. Je suis toujours un petit composé de l'autre sens. Et si j'augmente l'amplitude, bien sûr, à un moment donné, je vais le voir ici aussi. Donc après, ça commence ici pas mal aussi. Et si je vois des puissances trop fortes, après, je chauffe complètement les cristals. Et après, ça se retourne complètement style paramagnétique. Mais même dans ce régime-là, si vous regardez bien, vous voyez une asymétrie très claire qui vient de cette polarisation circulairement. Donc, tout ça seulement pour vous montrer qu'avec des micro-ondes, on peut initialiser un certain état. Donc là, c'était fait de manière continue. On a envoyé des micro-ondes de manière continue. Depuis, on a fait ça avec des pulses. Donc on peut faire des pulses jusqu'à une taille nanoseconde. On essaye de faire ce qu'on appelle le spin echo, par exemple. Donc vraiment manipuler l'état de spin. Mais je ne vous le montre pas parce qu'en général, ce qu'on voit à ce stade-là, c'est qu'on a une décohérence très forte dans ce système-là et qu'on n'a pas d'écho. Donc on cherche les spin echo, mais il ne revient pas parce que le système est tellement rapidement décorrélé par l'environnement. Et un des trucs qui nous embête le plus, c'est le spin nucléaire. Et dans ce cas-là, on a des mesures sur un ensemble des parties des molécules. On a des interactions entre les différents systèmes quantiques qui nous gênent. Donc ça fait qu'on n'a pas encore des cupides très intéressants à ce stade-là. Donc par la fin, ici, je voulais vous motiver un petit peu que les interactions avec les électrons peuvent être assez intéressantes. Donc pour l'instant, j'ai dit que cette sorte d'interaction, c'est encore très peu fait dans ces domaines-là. Les autres choses, on a vraiment regardé en détail. Mais ça, c'est encore assez nouveau. Et ici, je résume seulement très rapidement les premiers groupes qui ont publié quelque chose sur des petites molécules magnétiques. Par exemple, ici, dans ce papier-là, l'auteur dit qu'ils ont mis une molécule vanadium 2 dans une jonction. Et ce qu'ils ont mesuré après les transports à travers cette jonction. Et ils voient, donc dans ce cas-là, c'est en couplage fort. Donc ils voient ici l'effet Cantor sur une petite molécule. Ces gens-là, ici, ils ont utilisé une petite molécule avec une cobalt au milieu. Et ils ont vu qu'on peut passer, on peut changer l'état d'oxydation de cobalt, aller de 3+ à 2+, je crois. Ici, les électrodes sont ferromagnétiques et ils ont coincé un petit C60 au milieu. Et ici, ça c'est la première manip ici, où les gens ont mis un single molecule magnet, donc une molécule aimant, dans la jonction, et ils voient des premiers signaux. Donc ces choses sont très encourageantes. Et actuellement à Grenoble, on essaye de se lancer là-dedans
Donc on essaie d'établir une équipe avec essentiellement Vincent Bouchia et certains gens pour faire ce genre de manip. Donc on est tout au début, on essaie d'évaporer ces molécules de manière contrôlée dans l'échantillon. Donc je ne peux pas encore vous montrer des résultats. Mais c'est sûr que moi je pense que en futur, ce domaine-là va être assez intéressant pour l'application de cette molécule. Donc je veux conclure cet exposé. Alors ce que j'essaie de décrire, c'est un domaine qu'on a appelé les molécules aimants. Et ce domaine des molécules aimants a commencé avec manganèse 12 acétate. Et les premières publications de cette molécule-là sont très vieux. Donc les chimistes ont fait cette molécule il y a très longtemps. À peu près à ce stade-là, les chimistes ont redécouvert cette molécule à cause de ses propriétés magnétiques. Et en 1993, ils ont montré pour la première fois qu'on peut avoir une hystérésis, donc une sorte de molécule aimant avec ces molécules-là. Les phétonels, c'est-à-dire des cycles hystérésis avec des marches, c'était mesuré il y a à peu près 10 ans. Et donc ça, c'était les premiers manips. Et à partir de ces premiers manips, ce domaine a pas mal explosé, en particulier en chimie. Il y a de plus en plus de chimistes qui produisent de plus en plus de systèmes. Et seulement pour vous donner une petite idée de la quantité de molécules qu'on peut avoir, je vous donne ici une liste des choses que j'ai dans notre groupe. Donc actuellement, on a à peu près 250 différents systèmes. Et tous ces systèmes peuvent être minuscules, comme un manganèse monomère, un manganèse 2, un manganèse 3, etc. Donc on peut avoir des chiffres de plus en plus grands, jusqu'à manganèse 84. Hein. On peut changer le matériau, nickel, fer, nickel, cobalt. On peut mélanger ces états-là. Donc on peut à la fin arriver à des états de spin 0, donc complètement antiferro, un demi, etc. Les spins les plus grandes, c'est un 51,5 pour l'instant. Il faut retenir que ça, c'est pas tout simplement des chiffres, mais c'est des familles souvent, ou plusieurs familles. C'est-à-dire pour un certain type de molécules, les chimistes peuvent accrocher des ligands comme ils veulent un peu, demandant que ce que vous voulez. Donc les familles les plus importantes, j'ai souligné ici. Et je dois dire que la plupart des molécules qui sont faites dans ce domaine-là, ce n'est pas du tout ce que je décris dans mon exposé. Donc ce n'est pas des molécules aimants. C'est des systèmes où les spins relaxent beaucoup plus rapidement, ou des systèmes antiferro. Donc on a une physique assez riche qu'on peut faire dans ces domaines-là. C'est une physique un peu, pour un théoricien qui va dire c'est rien de nouveau, tout ça c'était fait il y a 30 ans. Donc théoriquement, beaucoup de choses sont déjà là, et là, de manière expérimentale, on peut l'appliquer. Mais si on creuse un peu, on trouve très vite que les théories qui existent actuellement sont trop simples pour aller plus loin dans l'interprétation. Donc, en première approche, beaucoup de choses sont faites, mais dans une deuxième approche, si on regarde bien, souvent c'est beaucoup plus compliqué. On a des interactions entre les systèmes qui compliquent pas mal l'application des théories. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et une des choses les plus importantes pour mon goût, c'est de mettre ces molécules entre les électrodes, comme c'était montré ici, par exemple, dans un match meeting. Et donc là, c'était une cobalt, d'un groupe de Delft, d'un groupe de Cornell. Et donc là, je préfère un single molecule magnet, par exemple, pour l'étudier. À la fin, je veux remercier mes collaborateurs. Donc ici, j'ai fait une liste de différents thésards qui ont travaillé dans l'équipe de Bernard Barbara dans les dernières années. Donc, ils ont travaillé sur différents systèmes que je ne vais pas du tout présenter ici. Ce que je présentais ici, c'était mes propres mesures. Donc, c'est l'équipe de Bernard Barbara que je gère actuellement. On a 2 personnes qu'on a pu embaucher dans les dernières années qui travaillent un peu maintenant sur cette thématique de connecter ces molécules individuelles, et en particulier avec Vincent Bouchia qui va rejoindre cette équipe. L'équipe ici à Grenoble vont se restructurer dans un institut NEL. Donc, tous les différents labos de Grenoble vont fondre dans un seul labo, institut NEL, et c'est après une équipe là-dedans qui se reforme un peu. Je vais vous mentionner aussi Alain Benoît, qui est ici, qui était très important pour moi pour commencer dans la recherche. Et Dominique Mailly est très important pour faire nos squids. Mais le remerciement concernant cet exposé le plus important est vers les chimistes. Donc ça, c'est tous ces différents groupes de chimie qui collaborent avec nous, qui nous envoient des échantillons.
Actuellement, il n'en va beaucoup trop, hein, je dirais presque, mais bon, ça nous donnait quand même assez facilement un vue de ce qu'on sait faire actuellement, où on est. Et souvent, avec des collaborations comme ça, on peut motiver des chimistes de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et à la fin, on peut faire des choses assez jolies. On a aussi maintenant un network d'excellence sur ce domaine-là à mentionner. Donc, et le remerciement le plus fort, c'est pour vous qui ont tenu jusqu'à la fin de cet exposé. Merci. J'ai parlé tout à l'heure du temps de cohérence pour les spins échos. Est-ce qu'il y a des chiffres à donner pour ça? Il n'y a aucun signe. Si. Donc, on peut donner des chiffres qui sont, comme dans beaucoup de systèmes, des nanosecondes. Donc, on est dans les limites des nanosecondes. Donc, ça, c'est rien de très intéressant. Et pour un tel spin, le problème aussi est que si j'ai maintenant une décohérence sur une échelle nanoseconde et je veux faire un spin écho, c'est-à-dire que je veux tourner mon spin à une échelle de nanoseconde, par exemple, d'un état à l'autre, il faut faire ces précisions-là rapides pour aller d'un côté à l'autre côté. Et ça, il faut faire dans une échelle nanoseconde. Si on regarde l'amplitude du champ magnétique qu'il faut pour faire ça avec un seul spin, comme ça, on réalise après que ce n'est pas très intéressant. Parce qu'on se fatigue énormément pour avoir ces amplitudes-là. Et après, dans un ordinateur quantique, il faut faire ça à différents niveaux. Donc, à la fin, avec un nanoseconde, dans ces systèmes-là, qui sont très très petites, on ne va pas aller très loin. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a une échelle qui n'est pas très intéressante. Maintenant, pour le spin écho, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis longtemps. On a des jolis bouquins qu'on peut prendre qui sont tellement vieux qu'on ne trouve plus les pages dedans. Donc, c'est rien de nouveau en soi. Donc, pour aller mieux, il faut déjà qu'on trouve des systèmes où on a des échos, on a amélioré ce côté-là. Et après aussi, il faut qu'on prouve qu'on puisse coupler de manière contrôlée les différents spins. Donc, il y a pas mal de chemins à faire pour arriver à une qubit intéressante. Des échelles de température qui sont plutôt basses. Si on voulait avoir comme objectif avec les éléments moléculaires aller à plus haute température, c'est quoi les paramètres importants? C'est la grandeur du spin effectif ou bien c'est l'âge de. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut un aimant, c'est-à-dire on veut l'information comme ça ou comme ça, up and down, c'est-à-dire on veut stabiliser l'aimant, on ne veut pas l'effet quantique. Après, c'est la barrière qui est le plus important. Et pour augmenter cette barrière, si on regarde bien, une barrière dans un ordinateur, pour que c'est stable, il faut, je ne sais plus, quelque chose comme au moins 100 000 Kelvin comme barrière. Donc c'est gigantesque par rapport aux barrières qu'on fait actuellement. Donc avec ce système moléculaire, je ne pense pas qu'on arrivera à des barrières si grandes. Si on veut une telle barrière, bon, moi je viens d'un autre domaine. Pour moi c'est assez simple, je prends nanoparticules de cobalt-platine. Donc là, j'ai des couplages beaucoup plus forts dans le spin et je peux faire un macro-spin très facilement. Donc, avec une nanoparticule de 3 nanomètres, je peux facilement avoir ces barrières. Donc, je n'ai pas besoin d'un système moléculaire. Donc, dès qu'on va dans les systèmes moléculaires où les couplages sont plutôt par super-échange, moins forts que dans les métaux, on n'arrivera jamais à des barrières très grandes. Donc, je ne pense pas que ces domaines peuvent se justifier en disant qu'on va faire stockage d'informations avec ces molécules-là. Donc, c'est plutôt la côté intéressante, c'est le côté quantique. Est-ce qu'on peut sortir quelque chose quantique qui est marrant, qui s'exploite à une température raisonnable? Donc, je pense que la température à ce stade-là, pour ces systèmes, ce n'est pas le truc le plus gênant. Le couplage vers, une fois on connecte électroniquement, c'est plus le frais, mais le plupart des systèmes-là, le couplage vers l'environnement électronique, par exemple vers mon squid, etc., c'est très faible, c'est pas gênant. Mais le truc gênant, c'est les couplages vers le spin nucléaire qui est juste à côté, par exemple. Donc ces couplages-là sont gênants pour aller vers un ordinateur quantique, par exemple. Mais point de vue avoir des petits jeux quantiques, des petits dispositifs quantiques, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc si on regarde, je pense qu'en futur, il y a
il y a des choses à creuser, mais c'est un peu difficile de dire toujours que ça serait maintenant vraiment important pour une application. Ce qui est à la mode, hein, c'est à la mode, c'est toujours prétendre qu'on fait des applications, mais dès qu'on creuse, on ne les fait pas trop. Hein. Oui. Tu as parlé de la limite de détectivité autour de la centaine ou quelques milliers de molécules, et qu'il y a des projets pour détecter le champ magnétique directement au niveau individuel. Quelles sont les avancées techniques qui permettent ça? C'est-à-dire, quelle va être la méthode que tu penses qui va être la plus efficace pour détecter un seul spin, en fait? Parce qu'il y a pas mal de groupes qui travaillent là-dessus. Alors, voir un seul spin, donc il y a différentes approches. Hein. Il y a une approche que ici, si j'ai un petit spin qui est dans un certain objet, qui a une certaine taille, il y a une approche, c'est dire que oui, j'ai fait une sonde qui est très 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 sensible pour mesurer ce flux qui sort de ce truc-là de manière lointaine, avec un truc très très sensible. Je pense qu'avec ces techniques-là, on ne va pas aller très loin. Il faut des techniques locales qui mesurent ce spin de manière locale. Et de manière locale, vu de manière locale, les champs magnétiques de ce spin sont grands. Donc, il faut vraiment construire quelque chose qui peut sonder de manière locale l'état du spin. Et donc là, je pense qu'il y a différentes manières. Mais après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut faire en plus. Parce que si je veux vraiment avoir son état, ou est-ce que je veux faire une certaine jeu quantique avec? Si je veux faire une certaine jeu quantique, je veux voir son état, mais trop le complètement dérangé. Il faut qu'il est encore libre. Donc, par exemple, il y a certaines techniques où je prends une sorte de AFM avec une bobine RF en bas, et après je rentre en résonance avec le spin, et éventuellement je mesure le spin en résonance avec la pointe que j'ai. Mais si j'ai fait ça, bon, j'ai vu mon spin, mais pour le jeu qu'on veut faire nous, n'a pas rien d'intéressant. Donc, il faut construire le système dépendant de ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut nous faire, on veut plutôt sonder l'état du spin sans trop l'influer. Donc, il faut que je construise quelque chose qui capture de manière locale le flux magnétique. Donc maintenant, on peut le faire comme je l'ai fait dans mon exposé, en disant que bon, je envoie quelques électrons sur cette île-là, et à travers ces électrons, je vais sonder quelque chose. Mais si on regarde bien, avec ces électrons que je vois au-dessus, je vais aussi pas mal déranger. En général, je l'excite, les spins. Donc, c'est une possibilité de sonder les trucs. Mais ce qu'on essaye actuellement, qui est moins invasif, c'est de construire quelque part. Bon, l'idée, c'est d'avoir ici une sorte de nanotube de carbone. Et lui, dans les limites où je mets ici une supra. Et si je referme ça avec une autre jonction, je peux avoir une squid. Donc, dans ce cas-là, de manière théorique, je peux montrer qu'on devrait avoir suffisamment de signal pour mesurer ça avec une sorte de micro-squid. Et là, je les mesure à travers le flux magnétique. Je prends une partie de ce flux. Bien sûr, j'aurai une petite couplage avec le spin aussi. Mais c'est un moins important. Donc, et après, avec certaines techniques indirectes, par exemple, j'ai développé dans ma thèse, je pense qu'on peut lire l'état de ce spin-là sans l'influer avant. C'est-à-dire, après la lecture, on a bien sûr détruit son état. Mais on garde la cohérence de ce spin avant. Mais là, on a le problème de mettre un nanotube là en manière correcte. Le connecte avec les électrodes supra, donc il faut qu'il ait bien supra. Donc après, il faut un objet contrôlé là au-dessus. Donc on a un peu de chemin à faire, mais on est en train de le monter, cette genre d'expérience. Mais il y a beaucoup de différentes possibilités. Mais il faut toujours un peu, si quelqu'un dit, moi, je mesure un spin individuel, il faut voir comment il mesure et qu'est-ce qu'on peut faire après avec. Donc, dépendant de ça, souvent, dès qu'on creuse, c'est pas si simple. Parce qu'il y a déjà des gens qui prétendent même mesurer un seul spin nucléaire. Donc, c'est sûr, hein, on peut faire un seul spin nucléaire, mais en plus résolu au 3D. J'ai vu des exposés. Hein, donc, faire un mapping de molécules avec tous ces spins nucléaires. Ça, il y a des rêves. Mais c'est certainement possible à une certaine échelle. Mais pour ce qu'on veut faire nous, c'est moins intéressant parce qu'on détruit trop, on influe trop le spin à travers la mesure. Vous avez montré que dans MN84, par exemple, en fait, on avait un spin qui était finalement assez faible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les chimistes peuvent doper le système avec des électrons, par exemple, comme dans les manganites, où ça génère plus de ferromagnétisme pour essayer d'augmenter ce mouvement? Est-ce que ça a été essayé
Donc, avec le manganèse 84, ils n'ont pas fait ça, parce que ça, c'est vraiment le plus grand qu'ils ont fait pour l'instant. Ils ont commencé avec des systèmes plus petits. Par exemple, manganèse 12. Manganèse 12, ils ont essayé d'ajouter de manière contrôlée des spins autour, ou changer l'état d'oxydation de différentes manganèses, pour d'une côté augmenter les spins et d'autre côté augmenter la barrière. Donc, et toute cette chimie qu'ils ont fait depuis à peu près 10 ans, nous ramène à cette conclusion qu'à la fin, tout ce qu'on a ajouté comme spin faisait qu'à la fin, le spin est devenu plus petit qu'au lieu de plus grand. Parce que c'était pas contrôlable de coupler cette spin de manière ferro en spin qu'on a déjà. Ou on a couplé ça de manière ferro avec, mais en couplant en manière ferro, on a tué par exemple l'axiome Taylor de un de ces spins qui introduit une anisotropie importante. Et pour certains systèmes, on a tilté cet axiome Taylor dans le plan. Donc on a introduit des systèmes transverses et après les systèmes relaxent par effet tunnel plus rapidement. Donc théoriquement, c'est possible. En pratique, comme les chimistes font cette construction de molécules un peu auto-organisée, donc ils font une certaine solution, et ils attendent que ça se fait. C'est pas si bien contrôlé pour qu'on arrive rapidement à ce but-là. Mais c'est sûr qu'on essaye, on essaye de faire ça. Donc, ajouter de manière contrôlée des électrons ou très bien un ligand qui importe un électron en plus, ou ajouter un autre ion qui importe une spin en plus sur le système. Donc, ils essayent de faire ça. Et ça complique. Ou maintenant, avec les terres rares, ils essayent de mettre les terres rares de manière contrôlée au-dessus. Mais donc là, ça nous ramène à des problèmes spin-orbite. Donc si vous mettez trop de spin-orbite, tout ce que je vous dis là, c'est pas vrai. Beaucoup de choses, il faut reviser. Donc spin-orbite, compliqué. Donc dès que on met spin-orbite, ça te complique déjà la description. Et souvent, ça fait que, par exemple, je vous dis tout à l'heure que si j'ai un fondamental ici comme ça, et je dis qu'ici j'ai moins 10, et ici j'ai 10, j'ai dit que de là à là, je ne peux pas tomber. Parce que si je veux tomber là, je change mon nombre quantique avec 20. Ça, c'est un nombre trop grand pour produire un phonon, par exemple. Mais si je mets spin-orbite, ça c'est possible. Donc, ça complique aussi à nouveau un peu l'affaire. Mais et l'autre chose qui n'est pas si évident avec les terres rares, c'est le magnétisme qui est très local, un ion des terres rares. Donc, faire des couplages avec une autre terre rare ou une autre molécule, spin à côté, c'est pas si simple, parce qu'il y a d'autres électrons autour qui agrandent un peu le spin de 4F. Donc ça, c'est aussi une problématique que d'ajouter des terres rares là-dedans, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais dans cette network d'excellence qui est dominée par des chimistes, il y a beaucoup qui essayent ça actuellement, donc je pense qu'il y aura des résultats qui vont sortir. Bon, bah, merci.